Bien, bonjour. Bonjour à toi. Ah bah Flavien part déjà. C'est- C'était pas si horrible jusqu'ici. Euh, Bien, bonjour, bienvenue dans dans cette, vous y êtes. Bienvenue dans cette dernière séance de ce cours d'introduction à la philosophie du langage. Euh, je vais vous présenter aujourd'hui la fin de la théorie graécienne du langage qu'on a commencé à voir la dernière fois. On s'est intéressé à la théorie graécienne de la signification. Et on va voir pour terminer la théorie graécienne de la conversation. Je vais vous faire un petit rappel sur tout ça et vous laisser le temps de poser des questions. Euh, Lors de la présentation de la théorie graécienne de la conversation, j'en profiterai et vous verrez pourquoi pour vous donner quelques conseils assez élémentaires sur les examens. C'est bien de vous les rappeler à chaque fois. Donc je ne fais pas tout de suite. Il y a une chose que je vais faire pour commencer, c'est revenir sur un certain nombre de commentaires que vous avez fait dans les évaluations du cours. D'abord, merci à tous ceux d'entre vous qui ont pris le temps de nous laisser des évaluations, des commentaires. C'est très bien. Ça nous est très utile. Merci pour ceux qui ont fait des commentaires positifs, ça fait très plaisir. Merci aussi à ceux qui ont fait des commentaires négatifs parce que c'est utile. Il y a deux commentaires sur lesquels je veux revenir brièvement. Alors, que vous sachiez, nous, quand on reçoit les commentaires, on ne sait pas du tout d'où ça vient, d'accord? Donc, je vais être très fâché au sujet de l'un d'entre vous, mais je ne peux pas savoir qui. C'est de la frappe. Euh, donc, il y a l'un d'entre vous qui me fait le commentaire suivant qui dit j'ai beaucoup de mal à suivre le cours, souvent, c'est pas clair. Alors, mea culpa jusqu'à un certain point, mais il y a deux choses que je veux vous dire là-dessus. La première chose, je sais que c'est pas facile de poser des questions. Je sais que c'est plus facile quand on est étudiant de deuxième, troisième année où on est un peu plus à l'aise, etc. Je dis pas que c'est un étudiant de première année qui a dit ça, mais il faut vraiment que vous preniez sur vous le fait de poser des questions, le fait de dire quand vous ne comprenez pas. Vous avez un forum du cours sur lequel vous pouvez le faire aussi. C'est une des motivations pour le faire, c'est que c'est plus facile d'écrire parfois que de poser la question par oral. Il y a un peu toujours une pression collective. Mais c'est vraiment, si vous n'arrivez pas à le faire, forcez-vous à le faire et n'ayez jamais peur d'être naïf. Je vous ai raconté, parce que je le fais tout le temps, vous avez pensé que je radote, mais l'histoire des habits neufs de l'empereur, vous savez, l'empereur qui est tout nu, puis il n'y a qu'une petite fille qui finit par oser dire, papa, l'empereur est tout nu. Soyez toujours cette petite fille, d'accord? Et si, c'est vraiment une des vertus philosophiques fondamentales que d'oser dire quand on ne comprend pas. Et ce n'est pas simplement la philosophie. Dans votre vie, tous les jours, ensuite, vous verrez à quel point vous adorerez les personnes qui osent enfin poser la question que personne n'ose poser. Alors vous, vous êtes des philosophes, soyez ces personnes qui osent poser des questions. Souvent, tout le monde fait semblant de comprendre et on ne comprend pas. Donc dites-le, d'accord? Moi, je ne vous en voudrais jamais pour ça. Et les autres vous en voudront pas. Au contraire, ils diront, ah, enfin, tu as posé cette question, on ne comprenait rien à la théorie conversationnelle de Grice. Heureusement que tu étais là. Moi, je peux dire stop à un moment s'il y a trop de questions de clarification. Mais essayez de surmonter l'appréhension qu'on peut avoir au sujet de ce type de questions. Voilà, ça c'était premier conseil du jour. Rien à voir avec les examens. Retour sur les évaluations. Deuxième retour sur les évaluations dont je voulais vous parler. C'était quoi déjà? Ah oui. Euh, un autre d'entre vous, je ne sais pas qui c'est, dit on n'a que 10 minutes de pause au lieu de 15, c'est pas juste. Alors,
il y a deux choses que je voulais vous dire là-dessus. Une pas très utile et une plus utile. Euh, la chose pas très utile, c'est la chose suivante. Il y a un peu une inversion des rôles, c'est de dire, c'est moi qui travaille ici, c'est moi qui suis payé, qui suis cher payé. Ça coûte cher de vous former, d'accord? Si vous êtes au restaurant et qu'on vous ramène une portion de frites supplémentaire, vous n'allez pas dire, ah non, j'en ai commandé qu'une, c'est injuste. C'est du bonus si je vous fais 5 minutes de cours en plus sur Drive, je ne sais pas quoi. Donc, ça, c'était la première chose, qui n'est pas la chose la plus importante. Mais la raison pour laquelle je vous en parle, euh, c'est vous allez faire tout un tas de choses après la philosophie. Vous allez soit continuer en master, vous allez peut-être rejoindre directement le marché du travail, vous allez faire une belle carrière. Grâce en partie à la philosophie, vous allez vous épanouir indépendamment de votre carrière, parce que vous allez continuer à aimer à lire de la philosophie. Euh, le conseil que je me permets de vous donner, c'est si vous avez cette attitude de dire j'ai fait quand même 5 minutes de plus alors que j'avais le droit à ma pause, d'une part, vous n'allez pas vraiment plaire à vos employeurs. Donc, si jamais vous avez ce genre de pensée-là, surtout cachez-les, d'accord? Montrez l'inverse. Montrez que vous avez envie de vous identifier à n'importe quoi, à l'association, l'entreprise, l'administration, l'organisation internationale dans laquelle vous travaillez, que vous partagez les objectifs. Ça, c'est un conseil juste stratégique. Mais il y a un peu plus un conseil stratégique derrière ça, c'est que si vous voulez être heureux dans votre travail, de la même façon que si vous voulez être heureux en philosophie, on peut très bien être fatigué après 1h45 de recel description définie, je comprends parfaitement, ce n'est pas le problème. Mais essayez d'avoir une attitude où vous aimez, où vous participez à l'institution dans laquelle vous êtes. Il y a l'Institut de philosophie. Il est bien notre Institut de philosophie. Il a des défauts, mais il est bien. On a envie de comprendre, on a envie de faire de la philosophie ensemble. Ça va être infernal si vous rentrez dans votre travail en vous disant oh là là, il m'a encore demandé de faire 5 minutes de plus, mon patron. Là, non. Essayez de participer positivement aux choses autour de vous et vous verrez que ça vous rendra beaucoup plus épanoui dans le travail. Il y a des études là-dessus, hein. Plus vous vous identifiez aux institutions dans lesquelles vous participez, que ce soit professionnellement ou bénévolement, plus vous serez heureux. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de pause. Voilà, c'était les deux retours brefs sur ça, mais merci encore pour tous les retours, y compris les retours dont je viens de me moquer gentiment. Dans tous les cas, c'est très bien de le dire, parce que ça permet, nous, de nous améliorer et de clarifier un certain nombre de choses. Bien, alors, on revient à nos moutons. Grice, qui publie deux articles importants. Un article sur la signification, qu'on a commencé à voir la dernière fois, et un autre article sur la conversation. Et on va essayer de bien comprendre aujourd'hui en quoi consistent ces deux tests, ces deux articles courts. J'ai déjà mis celui sur la signification en ligne et je vais vous mettre celui sur la conversation qui se lisent très bien et qui ont une influence considérable à la fois sur la philosophie du langage et sur la linguistique. Alors, le premier article dont on a commencé à parler la dernière fois, c'est la théorie graysienne de la signification sur laquelle je vous fais un petit rappel et puis on conclut cette idée. Donc, l'idée de Grice, c'est un article de 1957. Qu'est-ce que veut faire Grice dans cet article? Il essaye de comprendre, il note pour commencer le fait qu'il y a une différence entre deux sens de signification. Il y a une signification qu'il appelle naturelle, et la signification qui intéresse les médecins, ces symptômes sont le signe de la maladie. Il essaye de la mettre dans un coin pour dire c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je suis un philosophe du langage, je veux comprendre la signification des mots. Et il donne un certain nombre de critères pour distinguer la signification naturelle de la signification qu'il appelle non naturelle. On a vu ces critères. Donc, exemple de signification naturelle, cet âge signifie la rougeole, la fumée signifie qu'il y a du feu, le dernier budget signifie que l'année sera difficile. Signification non naturelle, la lumière signifie que les toilettes sont occupées, la remarque Smith n'aurait pas pu se passer de ses disputes signifie que Smith considère sa femme comme indispensable. La phrase il est moins le quart, prononcée avant midi, signifie qu'il est midi moins le quart. C'est ça qui intéresse Grice. D'accord? Ici, vous avez des relations entre les signes et leur signification qui ne sont pas directement liées à un phénomène linguistique. D'accord? Donc, Grice essaye de comprendre la signification non naturelle. La première chose qu'il fait dans son article, c'est qu'il propose un certain nombre de critères pour distinguer la signification naturelle de la signification non naturelle. Je vais juste vous mentionner le premier, parce que ça ne sert à rien qu'on re-rentre dans les détails, mais pour que vous ayez, en partie aussi parce que c'est le principal, quand vous avez un cas de signification naturelle, où vous avez par exemple les taches signifient qu'il a la rougeole, ça implique
que la personne en question a la rougeole. Or, ce n'est pas le cas avec la signification non naturelle. Ok. Dans le cas de la signification non naturelle, si vous dites la lumière sur les toilettes signifie que les toilettes sont occupées, mais elles ne sont pas occupées, ça, c'est pas contradictoire. D'accord. C'est pas une contradiction. Pourquoi, c'est quoi la relation entre la contradiction et pourquoi est-ce que je vous parle d'implication en haut et de contradiction ensuite? Parce que P implique Q, c'est équivalent. C'est équivalent à quoi si je veux supprimer là? Non, vous allez me dire ça, l'implication? Avec quoi je peux. Quelles sont les autres formulations de P implique Q? Si P alors Q. Vous avez tous fait de la logique, vous soupirez. Je veux supprimer l'implication à l'aide d'un autre connecteur. Mathéo? Très bien. Non P et non Q. C'est encore équivalent. Par ailleurs, vous faites juste rentrer la négation ici. Non P, Q. D'accord? Tout ça, c'est des expressions équivalentes. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça là? C'est vraiment un petit point logique en passant. Donc, on est en train de dire, avec la signification naturelle, quand vous avez les taches sur la peau, signifie la varicelle, on est en train de dire que cette implication, elle vaut. Pourquoi est-ce qu'ici, ou la varicelle ou la rougeole, pourquoi est-ce qu'ici, je dis qu'il y a contradiction? Moi, je m'appuie juste sur cette équivalence-là, d'accord? Je me dis, il ne peut pas être le cas que il y a des taches sur la peau et il n'y a pas de varicelle, ou il n'y a pas de rougeole. Donc, c'est juste cette équivalence-là qui est en jeu euh, dans ces arguments. Donc, quand vous avez un cas de signification non naturelle, si vous avez des taches sur la peau, vous ne pouvez pas dire il a des taches sur la peau, ces taches signifient qu'il a la rougeole, or il n'a pas la rougeole. Ça, c'est contradictoire. Vous êtes en train de violer ça. Tandis que dans le cas de signification naturelle, dit Grice, si vous dites tel mot signifie telle chose, or telle chose n'est pas le cas, ça, c'est pas contradictoire. Donc, retenez juste, peut-être que je rends les choses trop compliquées par rapport à ce qu'elles sont, mais l'idée fondamentale de Grice, elle est simple, elle est qu'il y a un type de signification qui est conventionnel, qui est arbitraire, qui est linguistique, qui vient du fait qu'on veuille dire certaines choses avec les signes, qui n'est pas attaché ni à l'histoire causale des signes, ni à quoi que ce soit. C'est juste nous qui assignons cette signification aux choses. Hein. Et c'est celle-ci qui veut comprendre. C'est la signification, je ne reviens pas en détail, mais c'est la signification qu'en français on exprime à l'aide de vouloir dire. D'accord? Pensez à cette expression vouloir dire qu'on généralise un peu, mais à strictement parler, quelqu'un qui veut dire quelque chose, c'est quelqu'un, c'est pas la signification, c'est pas les mots qui veulent dire quelque chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui veuille dire quelque chose en utilisant les mots. Et la question de Grice, elle est très naïve initialement. Elle est la question dans laquelle on est tous quand on écoute quelqu'un. Vous êtes tous maintenant dans cette situation, qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? On entend des personnes en face de nous proférer des mots ou écrire des mots, et notre situation, c'est de décoder ça. Qu'est-ce que veut dire la personne en question? C'est quoi son intention de communication, comme on va le dire à la suite de Grice? Ok. Donc Grice veut analyser la signification non naturelle, telle qu'elle apparaît dans des phrases telles que X signifie non naturellement quelque chose dans une occasion particulière. Dans une occasion particulière, en contexte. D'accord? Je profère des mots et on veut comprendre ce que je veux dire quand je profère des mots. Qu'est-ce que veut dire Olivier Massin maintenant quand il s'adresse à nous pour nous parler de la théorie de Grice? Qu'est-ce que veut dire Julie quand dans le café, elle demande un spritz, etc. Premier essai de Grice. Il y en a trois, on a vu les deux premiers, et je vais arriver au dernier. Et, je vous rappelle les deux premiers, puis on passe au dernier. L'idée fondamentale de Grice, qui est une idée naturelle, qui est très naturelle si vous prenez cette expression vouloir dire, c'est que ce que signifie une expression linguistique proférée par quelqu'un dans un certain contexte, c'est ce que la personne qui utilise cette expression a l'intention que la personne qui écoute cette expression croit. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je vous dis il fait beau?
Eh ben, ce que je veux dire, c'est déterminé par le fait que j'ai l'intention que vous croyez qu'il fait beau. Donc, c'est l'intention qui va déterminer ce que veut dire quelqu'un. J'ai l'intention, en vous faisant une assertion ici, de faire en sorte que vous croyez quelque chose. Euh, Ça, c'est la première proposition de Grice. Elle a l'air anodine, en un sens, elle est triviale. Si quelqu'un dit quelque chose, affirme quelque chose, c'est qu'il veut que l'auditeur croie la chose en question. D'accord? Quand on dit ça, on n'a pas l'impression d'avoir inventé la poudre. Hein. Euh, la thèse de Grice, c'est que c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant pour comprendre les intentions, pour comprendre la signification. Ça, c'est pas suffisant. Il y a tout un tas de choses qu'on fait avec l'idée d'induire autrui à croire quelque chose, et pour autant, on n'est pas en train de vouloir dire quelque chose. On veut comprendre ce que c'est que vouloir dire, et il n'est pas le cas qu'à chaque fois qu'on pousse quelqu'un à croire quelque chose, on veut dire la chose en question. L'objection de Grice, qu'on a vue la dernière fois, c'est la suivante, pour précisément établir la thèse que je viens de vous mentionner. Il y a un corps, c'est moi le meurtrier, disons, moi je veux faire croire que c'est Julie à la police, donc je laisse le mouchoir de Julie près du corps. Donc, très clairement, je veux induire la police à penser que c'est Julie la meurtrière. Ça, c'est le cas. Et ce que Grice dit au sujet de ce cas, c'est que c'est clairement pas un cas de signification. C'est pas que je veux dire à la police que Julie a tué le corps, pour dire à la police que Julie a tué le meurtrier, pour dire à la police que Julie a tué, enfin, elle n'a pas tué le meurtrier, pour dire à la police que Julie a tué la victime. Pour dire à la police que Julie a tué la victime, je pourrais juste y aller, frapper à la porte et dire c'est Julie la meurtrière. C'est pas ce que je fais ici, d'accord? Je veux induire le policier à croire que c'est Julie la meurtrière, mais sans lui dire, okay? Sans lui signifier. Donc c'est pas le cas, j'arrive tout de suite, Florian, c'est pas le cas qu'à chaque fois que vous induisez intentionnellement une croyance chez quelqu'un ou que vous cherchez à induire une croyance chez quelqu'un, vous êtes en train de lui signifier la chose en question. Je le refais parce que je vois des sourcils qui se froncent toujours. Donc, l'idée, c'est la proposition de départ. C'est qu'est-ce que c'est que vouloir dire quelque chose à quelqu'un? C'est vouloir induire, poser chez autrui la croyance que cette chose est vraie. Si je veux dire à Lisa, aujourd'hui, il y a une promotion sur les pommes. Okay. Je lui dis, Lisa, aujourd'hui, il y a une promotion sur les pommes. Qu'est-ce que c'est mon but? C'est que dorénavant, Lisa croit qu'aujourd'hui, il y a une promotion sur les pommes. L'objection de Grice, elle consiste à dire que non, vouloir dire ça à Lisa, ça ne consiste pas seulement dans la volonté d'induire la croyance dans la personne en question. C'est nécessaire de faire ça. Il accepte que c'est une condition nécessaire, d'affirmer de vouloir dire quelque chose pour vouloir. Il accepte que c'est une condition nécessaire pour vouloir dire quelque chose, pour vouloir poser une croyance. Il pense que ce n'est pas suffisant. Pourquoi est-ce qu'il pense que ce n'est pas suffisant? Parce qu'il y a tout un tas de cas où intentionnellement, j'induis une croyance chez quelqu'un sans pour autant lui dire que la chose en question est vraie. Donc, pour changer d'exemple, parce que comment est-ce que je pourrais, comment est-ce que je pourrais contribuer à faire en sorte que l'Église croit qu'il y a une promotion sur les pommes aujourd'hui, sans lui signifier qu'il y a une promotion sur les pommes aujourd'hui? Si j'écris sur un panneau il y a une promotion sur les pommes aujourd'hui, c'est un peu comme si je m'adresse à tout le monde, dont Lisa, pour dire il y a une promotion sur les pommes aujourd'hui. Donc, ce que vous avez fait, c'est que je signifie toujours quelque chose, mais simplement en évoluant là. D'accord, c'est pas que j'ai identifié Lisa comme l'auditeur unique, mais c'est tout le monde, il y a une promotion sur les pommes. Regarde. Peut-être avec des croyances préalables. Si Lisa elle sait que dans une situation précaire, je lui dis, tiens, aujourd'hui, je vais aller acheter des pommes. On imagine que voilà, la seule manière pour laquelle j'ai acheté des pommes, c'est si elle y a une promotion. Après, il me dit, ah, c'est intéressant, mais alors, ça va être le cas de ce qu'on va voir dans la deuxième partie de ce cours aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un cas d'implicature conversationnelle, d'implicite. C'est-à-dire, ce que Grice va dire à ce sujet-là, c'est que vous signifiez que c'est bien la signification non naturelle à Lisa, sur le fait que ça peut être un cas de signification non naturelle, mais simplement vous vous appuyez sur des règles faciles. Vous vous dites, ah, Lisa, elle sait bien que je suis fauché, elle sait bien que si j'achète des pommes, c'est qu'il y a une promotion, donc si je dis que j'achète des pommes, elle peut bien m'intéresser qu'il y a une promotion. Ça va être la deuxième partie de la théorie
Donc, il y a au moins une classe pour dire oui, c'est de la signification non naturelle, mais implicite. Ouais. Mathieu. L'imagination qu'on pourrait dire le premier niveau là, Ouais. une énorme affiche pour les promotions de poste, et je dis, ah, regarde le verset, c'est juste l'affiche. Indirectement, c'est une parce qu'elle va avoir l'affiche. Très bien. Donc, il faut que vous ajoutiez à cette histoire que vous avez l'intention que Lisa voit l'affiche en question. Hein, vous lui tordez la tête. Ok. Si vous faites ça, elle voit ça sous ses yeux, elle va apprendre, parce que vous avez une intention, vous en avez une intention qu'il y a une promotion sur les pommes aujourd'hui, et pour autant, des Grice, vous ne lui aurez pas signifié. Vous avez une autre suggestion? Exactement. Exactement. On laisse les journaux ouverts sur la table pour que Lisa le voit. Cyril, c'était aussi Une question, en fait, Ouais. Ouais. La solution pour ces deux cas, c'est que les internes d'utiliser le langage, c'est ça. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce que c'est pas que le langage. Vous voyez que c'est pour ça que le premier exemple de signification non naturelle de Grice, il est important, c'est la lumière sur les toilettes ou la sonnerie du bus qui signifie l'arrêt. Ça, pour Grice, c'est de la signification non naturelle. C'est dès que vous avez une bonne manière de le dire qu'il utilise lui-même, c'est dire une relation conventionnelle entre le signe et la chose qu'il signifie. Conventionnelle. Peut-être ça illumine un peu, mais après, ça fait repousser le problème parce qu'il faut savoir ce qu'on veut dire conventionnel. Mais on ne dirait pas que la lumière sur les toilettes de lycéenne, c'est du langage directement. Mais c'est clairement un type de relation conventionnelle entre le symbole et ce que signifie le symbole. C'est pour ça que j'ai commencé la dernière fois par distinguer chez Peirce signe, icône, symbole, si vous vous rappelez, indice, icône, symbole. C'est cette idée-là. Il y a des choses qui tiennent mieux d'autres choses de manière purement arbitraire. Et Grice veut comprendre cette relation-là. Et c'est là-dessus qu'il fait intervenir des intentions. Ça va? Oui. Donc, c'est pas que le langage. Ça inclut le langage, mais ça inclut pas que le langage. Hein. Parce qu'a priori, la lumière sur les toilettes, c'est pas directement du langage. Il n'y a pas vraiment de syntaxe des lumières sur les toilettes. Il n'y a pas personne fait. Enfin, il y a une micro-sémantique de la lumière sur les toilettes en disant ça vaut, ça peut signifier qu'une chose si c'est allumé, etc. Donc, la conclusion à ce stade, c'est il y a tout un tas d'actions par lesquelles on cherche à faire en sorte qu'autrui croit quelque chose. Mais parmi ces actions, seul un sous-ensemble consiste dans les actions de signifier quelque chose à autrui. D'accord? Donc on veut mettre le doigt là-dessus. Donc c'est un cas classique quand vous cherchez à définir quelque chose. Vous avez identifié une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Ça coupe trop large. Il faut restreindre cette définition-là. Donc il faut ajouter une condition supplémentaire. Alors, quelle est la condition supplémentaire qu'on a envie d'ajouter? Un locuteur signifie par son action quelque chose, il signifie que P à quelqu'un, si et seulement si l'auditeur veut que la personne en question en vienne à croire P, et deuxièmement, l'auditeur, et attention c'est un peu plus compliqué, l'auditeur veut que la personne en question en vienne à croire P, mais il en vienne aussi à croire P parce qu'il reconnaît que lui, l'auditeur, veut qu'il en vienne à croire P. Donc, si la différence entre le cas où on laisse les promotions sur le bureau de Lisa pour qu'elle voit que les sont sur les pommes, et le cas où je dis à Lisa, aujourd'hui les pommes sont en promotion, c'est la différence suivante, d'après cette idée-là, quand je dis à Lisa, aujourd'hui il y a une promotion sur les pommes, ce que Lisa pense, c'est d'une part qu'il y a une promotion sur les pommes aujourd'hui, c'est P, mais elle pense aussi, ah, Olivier Massin, oui, je crois qu'il y a une promotion sur les pommes aujourd'hui. C'est ça pour moi que signifie qu'il y a une promotion sur les pommes à Lisa d'après cette seconde proposition. C'est que je veux non seulement que Lisa croie qu'il y a une promotion sur les pommes, mais je veux aussi que Lisa croie que j'ai l'intention qu'elle croit qu'il y a une promotion sur les pommes. Et en fait, je veux aussi que Lisa croie que j'ai l'intention qu'elle croit qu'il y a une promotion sur les pommes. C'est précisément ça qui est exclu par toutes les comparaisons qu'on a imaginées avant. Hein, le cas où je tourne la tête de Lisa, là, en fait, elle va me demander pourquoi une force à regarder dans cette direction. L'exemple de Mathéo, je crois qu'il est mieux prendre là, ça va, dans l'espoir qu'elle voit l'affiche ou les panneaux, les prospectus PC sur sa table. Dans ces cas-là, Lisa finit par croire qu'il y a une promotion sur les pommes, parce que j'en ai eu l'intention, mais je ne veux pas m'attribuer le mérite de sa croyance.
pouvez vous dire pour simplifier. Je veux pas que le visa puisse me dire après tout, ah, merci Olivier, grâce à toi, j'ai pu avoir des pommes pas chères. D'accord? Je veux juste, je n'ai pas l'intention que Lisa reconnaisse mon intention de lui faire croire ça. Ok. Ça, c'est un cas qui est pas de la signification au sens strict de Grace. Pour avoir vraiment de la signification, il faut cette double intention du locuteur. Est-ce que tout le monde est clair maintenant là-dessus? Et reprenez encore l'autre exemple de Grace. Si vous avez euh, le mouchoir posé près du cadavre, vous devez faire croire à la police que c'est l'idée de leur prière en laissant le mouchoir de Julie près du cadavre. Mon intention est clairement de faire croire que Julie est la meurtrière à la police, mais mon intention est certainement pas de faire croire à la police que Julie est la meurtrière, parce que moi, Olivier Massin, j'ai voulu faire croire à la police que Julie est la meurtrière. Au contraire, je ne veux surtout pas que la police sache que c'est moi qui ai induit cette croyance chez la police. C'est dur à dire parce qu'il y a beaucoup euh, d'états mentaux de second ordre ici, mais est-ce que l'idée est claire pour tout le monde? Ça va? Sur la distinction qu'on est en train d'essayer d'attraper ici? Oui? Alors, ça c'est ce qu'on appelle une intention réflexive. Qu'est-ce que c'est qu'une intention réflexive chez Grice? C'est une intention de communication qui est telle que vous avez l'intention que votre auditeur reconnaisse votre intention de lui dire quelque chose. Et vous voyez que on a envie de... On comprend ce que... En tout cas, je ne sais pas si on a envie, mais on comprend bien ce que veut dire Grice. Pour qu'il y ait vraiment de la communication, du vouloir dire, de la signification, il faut non seulement que vous ayez l'intention que quelqu'un croit quelque chose, mais il faut aussi que vous ayez l'intention qu'il reconnaisse que vous voulez lui faire croire quelque chose. Okay. Là, vraiment, il y a de la communication. Ça nous permet d'exclure le cas du mouchoir, le cas des promotions sur les pommes, etc. Alors, je vous disais en fin de séance dernière qu'il y a une objection à ça de Grice. C'est le cas où, ça c'est l'exemple de Grice, mais on va en prendre d'autres, Hérode présente à Salomé la tête de Saint Jean le Baptiste, que Salomé lui a demandé d'aller tuer. Donc, on s'intéresse maintenant à Hérode, et on se demande si, ce faisant, Hérode signifie à Salomé que Saint Jean-Baptiste est mort. Mais c'est clair que si vous montrez la tête de quelqu'un à quelqu'un d'autre, la personne va croire que la personne en question est morte. Comme ça, on a la première condition qui est satisfaite. En faisant ce geste intentionnel, Hérode cause à l'intention de causer chez Salomé la croyance que Jean-Baptiste est mort. Donc on a la première condition qui est satisfaite. Maintenant, la deuxième condition, c'est est-ce qu'en faisant ce geste, Hérode a l'intention que Salomé reconnaisse qu'Hérode veut lui faire croire que Salomé est mort. Et très clairement, je ne sais pas si c'est pas si facile à voir, mais ça doit se voir, normalement, Salomé, elle va se dire, ah bah oui, Hérode me montre la tête sensiblement de Jean-Baptiste, clairement, il a l'air de vouloir que je croie que Salomé est mort. Donc on a les deux conditions qui sont satisfaites dans la définition. Dans notre deuxième définition, la condition 1 et la condition 2. Je reviens en arrière. Condition 1, Hérode fait croire à Salomé, Hérode a l'intention que Salomé croit que Jean-Baptiste est mort, et par ailleurs, Hérode a l'intention que Salomé reconnaisse qu'il a l'intention de lui faire croire que Salomé est mort, que Jean-Baptiste est mort, pardon. Maintenant, dit Grice, ça ne suffit pas, parce que pour lui, c'est clairement pas un cas de signification. C'est pas un cas où on peut dire qu'Hérode a voulu dire à Salomé que Jean-Baptiste est mort. Il prend ça pour une donnée intuitive. Vous montrez la personne morte à quelqu'un, c'est pas que vous voulez lui dire que Jean-Baptiste est mort. Qu'est-ce qui manque? Et peut-être la réponse va vous satisfaire, enfin, va vous faire voir ce que veut dire. Je vous donne la réponse et je reviens sur d'autres exemples, ça sera peut-être plus simple comme ça. Qu'est-ce qui manque pour qu'on ait vraiment un cas de signification? Il faut rajouter une dernière clause pour signifier que quelque chose à quelqu'un, il faut non seulement que vous ayez l'intention de lui faire croire, il faut non seulement que vous ayez l'intention que la personne reconnaisse que vous avez l'intention de le lui faire croire,
Mais il faut en plus que ce soit le fait que la personne reconnaisse que vous ayez l'intention de lui faire croire, à savoir 2, qui cause le fait que la personne le croit. Okay. Donc si je dis à Lisa, promotion sur les pommes aujourd'hui, Lisa va croire qu'il y a une promotion sur les pommes aujourd'hui, parce qu'elle va reconnaître que j'ai l'intention de lui faire croire qu'il y a une promotion sur les pommes aujourd'hui. Il y a une promotion sur les pommes aujourd'hui, parce que Olivier Massamiti a l'intention que je sache qu'il y a une promotion sur les pommes aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui est crucial, c'est la dernière condition qu'a joué le graphe, je vous rassure, après c'est terminé, c'est de dire il ne faut pas simplement que ces deux conditions soient satisfaites, il faut que la seconde explique la première. Il faut que vous en veniez à croire la chose en question parce que vous reconnaissez chez l'auditeur l'intention de vous le faire croire. Alors revenons maintenant au cas d'Hérode, dans l'espoir que ça nous éclaire. La raison pour laquelle Salomé elle croit que Jean-Baptiste est mort ici, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Salomé croit que Jean-Baptiste est mort dans cet exemple? Très bien. Très bien. Elle croit que Jean-Baptiste est mort juste parce qu'elle voit la tête de Jean-Baptiste. A priori, vous n'avez pas besoin d'une inférence complexe pour dire oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir me dire? Non, là, il y a sa tête, ça va. Et clairement, il est mort, là, quoi. D'accord? Donc, c'est vrai que Hérode a l'intention de faire savoir à Salomé que Jean-Baptiste est mort. C'est vrai qu'il a l'intention que Salomé reconnaisse son intention de lui faire croire que Jean-Baptiste est mort. Mais il n'a pas l'intention que Salomé croit que Jean-Baptiste est mort en vertu du fait qu'elle reconnaisse l'intention d'Hérode. Il dit juste qu'elle va le croire juste parce qu'elle verra la tête. D'accord? Donc c'est la troisième condition qui n'est pas satisfaite ici. Hein? Il n'est pas le cas que ce soit la reconnaissance de l'intention de Hérode qui cause chez Salomé la croyance que Jean-Baptiste est mort. Donc si on veut redire ça en entier, et c'est un peu lourd, mais une fois que vous l'avez compris, c'est assez lumineux, pour que Hérode ait l'intention, pour que Hérode signifie à Salomé que Jean-Baptiste est mort, il faut d'une part qu'il ait l'intention que Salomé en vienne à croire que Jean-Baptiste est mort, ça c'est satisfait par l'exemple en question. Il faut d'autre part qu'Hérode ait l'intention que Salomé reconnaisse que lui, Hérode, a l'intention que Salomé en vienne à croire que Jean-Baptiste est mort, ça c'est satisfait aussi. Et il faudrait d'autre part que Hérode ait l'intention que Salomé croit que Jean-Baptiste est mort parce qu'il reconnaît son intention de le lui dire. Or, ce n'est pas le cas ici. Très plausiblement, il n'a pas l'intention que la raison pour laquelle Salomé croit que Jean-Baptiste est mort soit qu'il reconnaisse son intention à lui, Hérode, mais simplement qu'il voit la tête en question. Vous voyez que c'est compliqué parce que tout ça, c'est sous la... Ici, on a à l'intention que. Donc ça, c'est une intention très compliquée. Hein. Quand vous communiquez dans la théorie de Grice, vous avez une intention très compliquée. À chaque fois que vous dites quelque chose à quelqu'un, vous dites « je veux que vous le croyiez ». Et je veux que vous le croyiez parce que vous reconnaissez en moi l'intention de vous le faire croire. Tout ça, vous devez l'avoir quelque part dans votre esprit. Mais moi, ce que je comprends pas tellement, c'est que la signification, si on veut bien, c'est pas le fait que ça nous voit la tête de Jean-Baptiste. Pour moi, c'est davantage le fait qu'il lui montre en fait la tête. Et du coup, à ce niveau-là, moi, je ne comprends pas tellement pourquoi le troisième point ne serait pas correct comme ça, parce que du coup, c'est parce qu'il lui montre qu'elle revient à le croire. Même si c'est pas un retour avec une signification naturelle, comme je veux dire, peut-être que les prochains accords, même le signification à quoi. Oui, c'est parce qu'il lui montre, c'est vrai. Mais regardez ce que dit ici. C'est pas parce qu'il lui montre, c'est parce que pour que la condition soit satisfaite, il faudrait parce que Salomé reconnaisse que Hérode veut lui faire croire que Jean-Baptiste est mort. Mais de parce qu'il lui montre. Donc, l'idée de Grice ici, c'est vrai qu'il y a une action directe de Hérode de montrer la tête en question. Donc, Hérode
il veut faire croire à Salomé que Jean-Baptiste est mort. Deuxièmement, il veut faire croire il veut faire croire à Salomé que Jean-Baptiste est mort, et il veut que Salomé sache que c'est son intention de le lui faire croire. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Mais ce que dit Grace, c'est qu'il n'est pas le cas que Hérode veut que Salomé sache que Jean-Baptiste est mort, parce que Salomé se dit, ah, c'est l'intention d'Hérode de me faire croire que Jean-Baptiste est mort. C'est pour ça qu'il monte la tête, sinon il aurait pu simplement lui dire, hé Salomé, j'ai tué Jean-Baptiste. La raison pour laquelle il monte la tête, c'est que Salomé, elle croit directement sur la base de ce qu'elle voit. Pour moi, c'est équivalent. Non. Ils montrent globalement, une fois ça a été plus direct, mais l'autre fois ça avait C'est plus direct, c'est ça le point, vous avez bien dit la chose. Ici, c'est direct. L'intention d'Hérode, s'il y en a une au sujet de la croyance de Salomé, c'est juste de dire, je veux qu'elle le croie parce qu'elle le voit. Ok. C'est pas, je veux qu'elle le croie parce qu'elle reconnaisse mon intention de le lui faire croire. Hein. C'est pour ça qu'il lui montre, sinon vous pourriez demander, mais pourquoi est-ce qu'il prend la tête? C'est plus stylé, je sais pas, d'arriver avec une tête plutôt que de dire il est mort, il y a quelque chose de plus dramatique, ou comment est-ce que. Mais ce serait évidemment, l'histoire serait moins marrante, enfin marrante, je sais pas si c'est le terme, non. Serait moins tragique, cruel, épique si Salomé, si Hérode disait juste, c'est bon, je l'ai tué, d'accord? Mais vous voyez bien, si vous montrez quelque chose à quelqu'un, intentionnellement, vous voulez qu'il croie la chose en question sur la base de ce qu'il voit et pas sur la base d'un mécanisme complexe d'intention où il revient. Peut-être que Salomé peut le faire aussi, dire ah, et en plus il veut que je le croie parce qu'à ce moment-là on aurait vraiment de la signification. Mais l'interprétation la plus naturelle du cas, c'est pas ça. Hein. Oui, Lucas. C'est une petite question pour la troisième position. Ouais. Est-ce que c'est Grace aussi qui l'a fait? Oui, tout ça c'est Grace. Donc il essaye ces 3 essais. Premier cas, l'intention simple, après intention de second niveau, et puis le troisième élément, c'est l'intention de second niveau qui explique l'intention de premier niveau. Derrière. Vous préférez Lisa et les pommes que ça. Donc, ah, mais attends, comment ça marche avec les pommes? Parce que je disais, les pommes, c'est pour passer de 1 à 2. Mais donc, si je dis à Lisa, promotion sur les pommes, tout ce qui compte pour l'instant, c'est moi. C'est pas Lisa, pardon. C'est ce que je veux dire, parce qu'on s'intéresse à vouloir dire de la part de quelqu'un. Donc, je veux que Lisa croie qu'il y a une promotion sur les pommes. Première condition. Deuxième condition, je veux que Lisa croie que je veux lui faire croire qu'il y a une promotion sur les pommes. Troisième condition, je veux que Lisa croie qu'il y a une promotion sur les pommes parce qu'elle croit que j'ai l'intention de lui faire croire qu'il y a une promotion sur les pommes. Ça va? Oui. Je ne la refais pas 36 fois parce que... bien, alors juste pour enfoncer le clou, les 2 autres exemples que donne Grace, peut-être j'ai brodé un peu autour, moi je crois que c'est vraiment les exemples de Grace. Il y a ma fille qui a cassé un vase Ming à la maison. Je n'ai pas de vase Ming à la maison. Elle a cassé le vase Ming et je le laisse exprès sur le sol pour que quand mon épouse rentre, elle puisse voir que ma fille a cassé le vase. D'accord? J'ai satisfait la première condition. Je veux que mon épouse croie que ma fille a cassé le vase. J'ai satisfait la seconde condition. Je veux que mon épouse croie que j'ai eu l'intention de lui faire croire que ma fille a cassé le vase. Elle va se dire, ah ben normalement Olivier il aurait ramassé, s'il l'a laissé, c'est qu'il voulait vraiment que je me rende compte de la bêtise de notre fille. Mais, dit Grace, la troisième condition n'est pas satisfaite, parce que si je laisse le vase par terre, je veux que mon épouse sache que notre fille a cassé le vase, non pas en vertu du fait qu'elle reconnaît que j'ai l'intention de le lui faire croire, mais juste simplement en vertu du fait qu'elle le voit. Ah, elle a cassé le vase, d'accord? Donc, c'est plus direct, pour reprendre l'expression de Jean. Ok, et on laisse tomber le dernier exemple. Donc, la différence ici, c'est la différence entre faire intentionnellement savoir quelque chose à quelqu'un et dire quelque chose à quelqu'un. Et Grace dit, grâce à cette petite théorie-là, qui a l'air de rien,
paradigmatic theory. Là. Là, on a ce que veut dire quelque chose à quelqu'un. Donc il faut, vous voyez à quel point c'est compliqué, ça a été une des objections faites à Grice, mais si vous ne voulez pas de sa théorie, il faut faire mieux, il faut réussir à éliminer les contre-exemples différemment, ou argumenter un peu comme essayer de le faire Jean en disant non, moi je trouve que ce n'est pas un contre-exemple, il faut juste avoir une conception plus tolérante de la signification. Mais en tout cas, il faut expliquer ce qu'on peut faire de mieux que ça. Vous avez besoin, quand vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, de 3 intentions, et qui sont des intentions compliquées. Une intention que la personne croit quelque chose, une intention qu'elle le croit, qu'elle croit que vous voulez le lui faire croire, et une intention enfin qu'elle croit la chose en question parce qu'elle croit que vous voulez la lui faire croire. Et si tout ça est rempli, là vous voulez dire quelque chose. Vraiment. Vous pouvez vouloir dire quelque chose à quelqu'un. Bien, alors ça c'est la théorie graysienne de la signification avec laquelle on termine maintenant sur les remarques suivantes. Ce que c'est que vouloir dire d'après Grice, et en accord avec notre belle expression en français vouloir dire que les Anglais n'ont pas, c'est vraiment basé fondamentalement sur les intentions du locuteur. Okay? Qu'est-ce que veut dire quelque chose? Qu'est-ce que veut dire une énonciation? Il faut que vous remontiez aux intentions de la personne qui dit la chose en question. Maintenant, prenez juste un peu de recul par rapport à ce qu'on a vu dans ce cours. On s'est intéressé, en particulier dans la partie sémantique, à un phénomène qui s'intéresse à la vérité, donc on s'est intéressé à la référence. Et à aucun moment, quand on s'est demandé ce que signifiait, quelle était la référence d'une expression, un nom, un prédicat, une description définie, on a fait appel aux intentions du locuteur. C'est demandé ce que signifiait Dieu, on a dit il y a un seul individu tel que il est tout puissant, etc. On s'est demandé ce que signifiaient les noms propres, on a eu des théories descriptives, des théories de la référence directe, on a eu la théorie frégéenne des sens contre la référence. À aucun moment, quand on faisait de la sémantique, on a parlé d'intention du locuteur. Et si on l'avait fait, très certainement que les personnes qui font de la sémantique nous auraient dit vous faites ce qu'on appelle parfois du psychologisme. Un des reproches que Frege adresse à Husserl, qui a beaucoup traumatisé Husserl, c'est de dire vous confondez les règles d'utilisation du langage avec des lois psychologiques qui sont associées à l'utilisation du langage. Alors, est-ce que ce n'est pas ce qu'est en train de faire Grice, d'une part, et d'autre part, quel est le lien entre ces théories-là? D'accord? Quel est le lien entre la théorie qui nous dit d'un côté la référence des noms et de l'autre côté la théorie de Grice qui nous dit que la sémantique est basée sur les intentions du locuteur? Que les phrases signifient ce qu'elles signifient en vertu des intentions de leur locuteur. Une réaction initiale que vous pourriez avoir, c'est de dire « Ah, mais c'est très beau la théorie de Grice, on n'a plus besoin de tout le reste. On peut balancer toute cette deuxième partie du cours par-dessus bord. Maintenant, on fait plus que du Grice. Parce que le langage, c'est quoi? C'est juste essayer de comprendre les intentions de nos interlocuteurs. Si vous avez ça, vous avez la clé de toute l'histoire. Il n'y a pas vraiment besoin de faire de la sémantique en plus. La conséquence, autrement dit, la conséquence de la théorie de Grice, c'est que les mots employés par le locuteur, au singulier, semblent n'avoir que très peu de poids. Okay? Si vous voulez savoir ce que je veux vous dire maintenant, peu importe ce que je vous dis, vous avez juste à essayer de remonter aux intentions, à ce que je suis en train de vouloir vous dire. Quelle est mon intention de communication? Si vous arrivez à décoder ça, je pourrais utiliser des mots complètement différents et je pourrais signifier exactement la même chose. Donc, vous voyez que l'objection qui plane sur la sémantique, c'est de dire, tel qu'on l'a étudié, et tel que toute l'histoire de la linguistique et de la philosophie l'a faite, c'est de dire, la pratiquer, c'est de dire, est-ce qu'on a besoin de ces théories lourdes-là? Est-ce qu'en fait, il ne faut pas remplacer toute cette théorie du langage par une théorie du décodage des intentions? Et puis, on aura tout ce qu'il nous faut. Alors, Grice est conscient de ce défi, et sa réponse... ça va consister dans sa théorie de la conversation et des implicatures conversationnelles. Ce que va dire Grice, ce que va proposer Grice dans sa théorie de la conversation, c'est un moyen de faire le lien entre ce que les mots qu'on prononce signifient conventionnellement et la façon dont on va pouvoir décoder ce que veulent dire les mots. Okay? Donc, c'est le passage, autrement dit, c'est ce qu'on appelle le passage de la sémantique à la pragmatique. Quand je vous dis un certain nombre de choses, sur la base de la signification littérale, conventionnelle de ce que je vous dis, vous allez pouvoir décoder
ce que je veux vous dire. Et très souvent, il y a un décalage entre ce que je vous dis littéralement et ce que je veux vous dire. Et ça va être le point central de la théorie gracienne que lui appelle la théorie des implicatures conversationnelles, qui est le deuxième aspect très influent de la théorie de Grice. Donc ça, on voit ça dans un instant. Est-ce que vous avez des questions sur la théorie graysienne de la signification? Je vous dis tout de suite, c'est plus simple et naturel, la théorie de graysienne des implicatures. Mais est-ce que la signification, ça va? De la signification non naturelle? C'est bon pour tout le monde? Oui? Bien. Alors, on prend une pause de 10 minutes, en dépit des protestations, et on se retrouve pour terminer cette théorie graysienne des implicatures.
C'est la question. Je pourrais éventuellement leur dire que si on peut envoyer ça aux auditeurs, c'est très bien, parce qu'il n'y a pas de raison. Je vais signaler ça en fait, que vous n'avez rien su. Vous n'êtes pas sûr? Ok. Je vais vérifier parce que ça semble important. Bien. Alors, on passe maintenant à la théorie gracienne de la conversation. La distinction clé qui va intéresser Grice, c'est la distinction qu'on a déjà rencontrée à quelques reprises, mais sont beaucoup élaborées, entre ce qui est dit par une personne et ce qui est, on peut dire dans un premier sens, impliqué. Vous allez voir qu'il y a un problème avec ce terme impliqué, mais c'est une bonne approximation. Voici le type d'exemple dont part Grice dans ce second article. On a A et B qui parlent de leur ami C qui vient d'avoir un emploi dans une banque. A demande à B, est-ce que tu sais comment va C, notre copain qui est à la banque? Et B répond, oh très bien je crois, il aime bien ses collègues et n'a toujours pas été emprisonné. Pourquoi est-ce que B peut dire quelque chose comme ça, d'après vous? Quel contexte? Vous avez quelqu'un qui vient d'être embauché dans une banque, on lui dit comment il va, et on vous répond, vous demandez comment il va, on vous répond, bon, il va bien, il aime bien ses collègues et il n'a toujours pas été emprisonné. Qu'est-ce qu'on peut vouloir dire quand on dit ça? Il est revenu par rapport à la banque, c'est pas par exemple, si on vient une entreprise qui rentre dans des, on peut dire l'amitié par rapport à ce cas-là, qui a peut-être pas encore avancé pour quelque chose qui nous aide, Ok, donc l'idée, et c'est pour Grice, c'est l'interprétation la plus immédiate, c'est on suspecte que c'est pas quelqu'un qui est d'une honnêteté parfaite, il est dans un milieu où il y a beaucoup d'opportunités de malversation, on se dit, ah ben s'il est toujours pas en prison, ce qu'on est en train de dire ici, c'est ça va bien dans son travail, et en dépit du fait qu'il soit malhonnête, il a toujours rien fait de mal, en tout cas, il ne s'est pas fait attraper. Donc, ce que veut dire B, ici, quand il dit ça, c'est que C, c'est pas quelqu'un de parfaitement honnête. C'est quelqu'un qui est susceptible d'être corrompu par son milieu. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas ce qu'il dit explicitement. Okay. Il y a une différence entre ce qu'on signifie, ce qu'on veut dire dans la thèse, dans l'idée de Grice, et ce qui est dit explicitement. Okay. Qu'est-ce qu'on va appeler ce qui est dit dans la terminologie de Grice? Ce qui est dit, il appelle aussi parfois la signification intrinsèque.
c'est lié à la signification conventionnelle des mots dans la langue en question. Et en gros, c'est ce qu'on a fait quand on a fait de la sémantique. Donc, il n'a toujours pas été en prison. Ça a une aspiration à la vérité. Est-ce que c'est vrai s'il n'a pas été en prison, etc. Ça, c'est la signification conventionnelle. D'accord? Vous voyez bien que si vous, dans le langage, vous vous en arrêtez à la signification conventionnelle, il y a beaucoup d'interactions où vous ne comprenez pas du tout ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas du tout le point. La chose importante, donc ça, c'est ce qu'on étudie en sémantique. Et Grice n'est pas en train de dire, donc la sémantique, comme je vous disais juste avant la pause, serait complètement inutile. Non, il est en train de dire la sémantique, elle est cruciale pour comprendre la signification littérale de ça. On a des mots, on a des conventions. Ah, il est en train de me dire que C n'a pas été en prison. Ok, ça c'est ce que me dit la sémantique. Mais maintenant, je veux savoir ce qu'il veut me dire derrière ce qu'il me dit. Et ça, c'est ce que Grice va appeler, il va forger un terme qui va avoir une longue descendance, que vous rencontrez partout maintenant, qui est presque devenu, dans certains milieux, un terme ordinaire. Il va dire, c'est ce que la personne implique ou implicite, implicate en anglais. Et on ne sait jamais trop comment traduire ça en français. Implicature, on a une bonne traduction. Implicate, certains traduisent implicite, le verbe impliciter. D'autres traduisent implique. Mais ça, c'est le terme les termes qu'introduit Grice. Pourquoi est-ce que Grice introduit ces termes-là? Quand on forge un terme, il faut avoir de bonnes raisons, parce qu'a priori, il faut mieux utiliser les termes qui existent déjà. Parce que l'idée de Grice, c'est que le langage, quand vous parlez, il y a tout un tas de choses que vous signifiez sans pour autant que ce soit une implication logique de ce que vous êtes en train de dire. L'implication logique, c'est celle que vous avez là. Si P alors Q. Ça, c'est de l'implication. Si je vous donne ce qu'il y a d'abord, vous pouvez logiquement conclure ce qu'il y a ensuite. Le fait que C est quelqu'un qui a tendance à être malhonnête et à sombrer dans les malversations, vous voyez bien que ce n'est pas une implication logique de l'assertion selon laquelle il n'a toujours pas été en prison. C'est quelque chose qui est implicité par ça, mais vous ne pouvez pas directement le déduire logiquement. C'est pour ça que Grice introduit ces termes d'implicature et du verbe implicate pour le distinguer du verbe anglais imply. Quand vous avez impliqué seulement, ça peut vouloir dire deux choses, en anglais comme en français. Ça peut vouloir dire impliqué dans le sens logique, entail en anglais, mais ça peut vouloir dire aussi suggérer, impliciter dans le sens qui intéresse Grice ici. D'accord? C'est pour désambiguiser ça que Grice est en train de forger un nouveau terme. Alors, on va voir exactement maintenant ce qu'il veut dire par cette notion d'implicature. La grande question qui se pose ici, c'est de savoir comment est-ce que, sur la base de ce qui est dit, vous allez pouvoir remonter à ce qui est implicité. Vous avez tout un tas d'expressions, je vais vous donner plusieurs exemples tout à l'heure, ce que disent les personnes ne correspond pas à ce qu'ils veulent dire. Et la question qui intéresse Grice, et qui intéresse aujourd'hui tout un tas de personnes qui font de la pragmatique et des sciences cognitives, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour remonter à ce que les personnes entre nous veulent vraiment dire. Et la beauté de la proposition de Grice, c'est d'avoir proposé un schéma général qui a été rappelé, qui a été fait sur certains points par la suite, mais une théorie pour comprendre comment est-ce qu'on fait pour faire ça. Peut-être qu'avant que je vous donne ça, vous avez des idées. Comment est-ce que vous faites pour décoder la signification implicite du langage? On prend en compte les données contextuelles, oui. Et comment on fait avec ces données contextuelles pour remonter à tout ça? Jean? Dans l'exemple, moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne donne pas trop, enfin, qui donne une information qui n'a pas trop de sens en elle-même, en fait. Comme là, le fait qu'il n'a pas vraiment été en prison. On parle de quelque chose dont on ne parlait pas du tout avant. Et on se dit, ah, mais attends, en fait, ça, il est autre chose parce qu'il a. Très bien. On parle tout d'un coup de quelque chose dont on ne parlait pas avant. D'accord? Il y a comme une violation de la continuité de l'échange, on change complètement de sujet. Ça va être un des points qui va intéresser beaucoup de gens. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui a l'air de tomber comme un cheveu sur la soupe. D'accord? Passe du coq à l'âne. Pourquoi est-ce que la personne en question fait ça? Ça, vous avez mis le doigt tout de suite sur la chose, c'est le nœud de la théorie de Grice. C'est de dire, il y a comme des règles tacites dans toute conversation.
dont on suppose que les personnes qui discutent avec nous, donc on suppose que, donc on suppose, dont on pense que les personnes qui discutent avec nous les suivent, on va suivre ces règles en question, et quand ces personnes ont l'air de ne pas les suivre, et ben on se dit, il doit vouloir nous dire autre chose que ce qu'il dit vraiment. Ça, c'est toute la stratégie de Grice. En un sens, elle est très naturelle, mais son idée, c'est tout simple. Il dit, dans toute discussion, il y a des règles qui sont par défaut suivies par tout le monde, ou en tout cas, on suppose qu'elles sont suivies. Si quelqu'un a l'air de rompre les règles et qui continue à discuter, c'est qu'il veut nous dire autre chose que ce qu'il est en train de nous dire. Donc, il va falloir essayer de remonter à ce qu'il veut vraiment nous dire. Alors, quels sont... donc ça, c'est la manière dont on parvient à remonter de ce qui est dit aux implicatures. Et la réponse de Grice, c'est de dire, il y a un principe général qu'il appelle le principe de conversation, pardon, le principe de coopération, je me suis trompé, principe de coopération, dans toute conversation, qui formule sous la forme d'un impératif, il est très marqué par Kant, et il formule l'impératif suivant, fais en sorte que ta contribution à la conversation soit requise au moment où elle se produit par le but ou la direction de l'échange dans lequel tu es engagé. Donc à chaque fois que vous discutez, que vous parlez, les Grice, vous devez faire en sorte que votre tour de parole, votre contribution, elle soit requise, c'est sans doute trop fort par rapport à ce que dirait Grice, mais je vous ai dit la traduction littérale de son principe, ou permise, ou pertinente, au moment où vous la dites, et relativement au but ou à la direction de l'échange dans lequel vous êtes engagé. Donc, si on est en train de discuter avec Daria pour savoir si on fait plutôt un pique-nique ou si on va au restaurant, on discute. Ouais, mais tu vois, il va faire beau, c'est quand même dommage, on pourrait se baigner. Et puis, Daria essaie de donner des arguments pour dire pourquoi on va au restaurant. On est quand même mieux assis, etc. Ça, c'est permis. D'accord ? Évidemment, si Daria, à un moment, elle se met à dire ouais, mais Star Wars, c'est quand même un mauvais film. Non, ça n'a rien à voir avec la discussion. D'accord ? Même si c'est vrai. Ça tombe complètement comme un cheveu sur la soupe. Et on voit que c'est pas. Donc, il n'est pas en train de dire il y a une seule chose que vous pouvez dire à chaque moment. Il est en train de dire qu'il y a un déroulement de l'échange. On peut ne pas être d'accord, Daria et moi, sur plutôt restaurant ou plutôt pique-nique. Mais dans le déroulement de la conversation, il y a des choses qui tombent bien, tombent juste à un certain moment, et des choses qui tombent pas juste. Ici, le but qu'on partage avec Daria quand on discute restaurant ou pique-nique, c'est de savoir où on va manger. D'accord ? On n'est pas d'accord sur où on va manger, mais clairement, si on a une discussion comme ça, c'est qu'on va manger ensemble et on veut savoir dans quel des deux endroits on va manger. D'accord ? Donc ça, c'est notre but commun. Et notre discussion, il a pour but d'arriver à cette décision. L'hypothèse générale de Grice, elle est très simple, et vous avez mis le doigt dessus tout à l'heure, Jean, c'est de dire, on a cette règle qui est très floue, et vous allez voir que Grice va la préciser, qu'une grande partie des travaux en pragmatique va consister à préciser ce type de principe de coopération. L'hypothèse générale, c'est que lorsqu'un interlocuteur viole en apparence le principe de coopération, on va supposer qu'en fait, il le respecte, et on va faire une inférence de manière à récupérer la compatibilité entre ce qu'il dit et le respect de ce principe. Okay. Donc, si au moment... Comment je vais si on est en train de discuter de savoir où est-ce qu'on est, un restaurant, une pique-nique, et puis Darian dit quoi? Savoir si je ne vais pas récupérer, c'est trop long. Vous pouvez me dire quelque chose d'incongru. Il dit oui, mais les gambas, c'est quand même vraiment pas bon. A priori, c'est pas pertinent directement de savoir si on mange au restaurant ou pas. Mais je peux récupérer peut-être quelque chose en disant ah oui, le vendredi soir, c'est là où d'habitude on va manger chez machin, où il y a gambas à gogo. Donc elle est en train de se dire qu'on va forcément manger dans ce restaurant-là. Et dans sa tête, c'est que c'est soit ce restaurant-là, soit le pique-nique. Donc, a priori, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire soudain, violation du principe de coopération. On est en train de te demander si on va au restaurant, si on pique-nique. Derrière, on me dit oui, mais les gambas, c'est vraiment pas bon. Qu'est-ce que je fais moi comme auditeur? Je me dis, ah, a priori, elle n'a pas complètement changé de sujet. Elle ne se dit pas, ah, on va se demander maintenant si les gambas, c'est bon. Non, elle ne propose pas une nouvelle conversation, elle est toujours dans la même conversation. Et je vais essayer de récupérer la cohérence de ce que dit derrière par rapport à notre projet.
Et là, je vais faire tout un tas d'inférences. D'accord? Ça, c'est le schéma général. Pardon, là, je sors des exemples du chapeau. Je ne devrais pas faire ça parce qu'il y en a des bien meilleurs qui sont proposés par Grice. Vous verrez ensuite. Alors, il y a un petit problème que vous sentez peut-être, et c'est un point sur lequel Grice a été critiqué. C'est vrai qu'il peut être un peu ambivalent, c'est que vous voyez que ce principe de coopération, il peut donner l'impression, déjà il est formulé comme une maxime, que c'est une forme d'impératif moral, et que c'est une règle de ce que devrait être une bonne conversation. Mais l'idée, la théorie qu'on veut ici, c'est une théorie de toutes les conversations. Pas juste des bonnes conversations. Donc si avec Giacomo, on est en train de débattre de manière véhémente, où Giacomo me dit ah non, mais Nietzsche, c'est vraiment nul, et moi je dis ah non, Nietzsche, c'est super, et qu'on en vient à s'insulter en disant mais t'as rien compris, etc. C'est une conversation, d'accord? Ça, c'est une conversation, qui tourne au vinaigre, si on veut, mais c'est toujours une conversation. Donc on n'est pas en train de chercher un principe des bonnes conversations, des conversations qui marchent bien. De la même façon, notre conversation avec Daria peut aboutir sur le fait oh bah moi je veux pas manger avec toi si c'est ça. Parce que alors pas question gambasse, non merci, je sais pas quoi, d'accord? Donc on n'est pas en train de chercher un principe qui marche simplement pour des conversations idéales, mais pour toute conversation. Et Grice, à certains égards, entretient une ambivalence là-dessus. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors voici ce qu'il dit sur le principe de coopération. Les éléments suivants peuvent constituer une première approximation d'un modèle général. Nos échanges de paroles ne consistent normalement pas en une succession de remarques déconnectées et ne seraient pas rationnels si c'était le cas. Ils se caractérisent, au moins dans une certaine mesure, par des efforts de coopération. Et chaque participant y reconnaît, dans une certaine mesure, un objectif ou un ensemble d'objectifs communs, ou au moins une direction mutuellement acceptée. Cet objectif ou cette orientation peut être fixé dès le départ, par exemple par la proposition initiale d'une question à débattre, ou peut évoluer au cours de l'échange. Il peut être assez précis ou si indéfini qu'il laisse une très grande latitude aux participants, comme dans une conversation informelle. Mais à chaque étape, certaines actions conversationnelles possibles seront exclues parce qu'elles ne conviennent pas à la conversation. Okay, donc vous voyez que le point, quand je vous disais tout à l'heure, ce que vous dites est requis par la conversation, vous voyez que son point il est plus faible. Il est juste de dire qu'il y a certaines actions qui sont exclues, il y en a beaucoup qui sont permises. Certaines actions sont exclues parce qu'elles ne conviennent pas à la conversation. Ah zut, j'ai dû enlever quelque chose. Approximatif que seront. Alors, il y a un principe approximatif que les participants seront tenus d'observer, toute chose égale par ailleurs, à savoir, et c'est le principe de coopération, fais en sorte que ta contribution à la conversation soit requise au moment où elle se produit, par le but ou la direction de l'échange dans lequel tu es engagé. C'est ce qu'on pourrait appeler le principe de coopération. D'accord? Alors, vous voyez que ce principe, en l'état, il est très vague, très flou. Mais ce qu'on a, c'est un schéma d'explication qui est naturel et très riche, qui est de dire on a des règles de conversation. Quand elles sont violées, on fait l'hypothèse que les personnes qui semblent les violer ne les violent pas en fait. Et comment est-ce qu'on récupère leur cohérence avec ces règles? C'est qu'on se dit ce qu'elles disent vraiment, leur implicature conversationnelle, ne viole pas ces règles. Les règles ne sont violées qu'en apparence à l'aide de ce qu'elles disent explicitement. Non, c'est vrai que comme ça va être très chamical comme truc, parce qu'on tout l'autre qui dit n'importe quoi, puis on essaye quand même de comprendre ce qu'il dit. Ouais. Mais en fait, je ne sais pas si c'est avec la là-dessus, mais il n'y a pas aussi un côté un peu, c'est tout le contraire, c'est plutôt une manière à toute cette profession. Non, là, il y a un truc que je ne comprends pas, il faut que je le comprenne, parce que potentiellement, parce qu'il m'échappe des dangers, en fait. Parce que pas, Là, alors, peut-être c'est le cas, mais là, Grice ne cherche pas les motivations pour lesquelles on cherche à comprendre ce que veulent dire les autres. Les motivations pour lesquelles on cherche à récupérer ça. Alors, peut-être que des fois, on peut chercher à tort, et il y a des cas où on fait des mauvaises implicatures, dit Grice. Autrement dit, on va attribuer du sens à ce que dit autrui alors que ça n'en a pas. Et on est très bien fait, enfin, on est très bien câblé pour toujours récupérer du sens. C'est dur de trouver des exemples absurdes comme Star Wars tout à l'heure. C'était bon de trouver ça. C'est dur d'essayer de trouver juste quelque chose qui est vraiment irrécupérable ou quelqu'un dit soudain quelque chose qui, il n'y a aucune interprétation possible qui permette de lui donner du sens. On a en fait on est câblé, je ne sais pas si c'est par nature, sans doute pas par nature, mais on a vraiment appris à toujours faire en sorte que la personne en question veuille nous dire quelque chose et qu'on puisse y remonter. D'accord?
Ça, c'est le point de grâce seulement. Là, maintenant, vous faites une hypothèse un peu psychanalytique, si je peux me permettre, qui est de dire pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix récupérer le sens de ce que veut dire les autres. Peut-être qu'on est angoissé par l'absence de sens. C'est vrai que ce serait pas grave de se dire les gens autour de moi, tout ce qu'ils disent, c'est absolument incompréhensible. Ils sont tous complètement tarés. Moi, enfin, non, alors c'est vrai que sans doute, ça n'irait pas bien. Donc, mais c'est presque une hypothèse solipsiste que vous proposez, hein. L'idée de Grace, c'est la conversation marche. C'est un point de départ empirique. On arrive à converser. Souvent dans la conversation, quand on écoute ou quand on lit des conversations, il y a des choses qui littéralement n'ont rien à faire là. Et pourtant, la conversation se poursuit et parfois, elle est couronnée de succès. Donc, il doit y avoir un mécanisme derrière ça et c'est ça que je veux découvrir. D'accord. Euh, alors, ce principe de coopération, il est très large. Ce que va proposer Grice, c'est de préciser ce principe à l'aide de 4 maximes. C'est là où je vous dis, il fait explicitement référence à Kant ici, qui fait quelque chose de similaire dans sa philosophie pratique, où il a l'impératif catégorique, il en dérive un certain nombre de maximes. 4 maximes conversationnelles. Grice dit, il va y avoir une maxime de quantité, une maxime de qualité, une maxime de relation et des maximes de manière. Alors, c'est pas il hésite un peu entre une maxime ou des maximes, parce que chaque maxime, en tout cas certaines de ces maximes, se divisent en sous-maximes. Alors, on va les voir les unes après les autres. Les maximes de quantité, pour commencer, il y en a 2, dit Grace. La première, c'est fais en sorte que ta contribution soit aussi informative que possible dans l'intérêt de l'échange. Okay. Autrement dit, ne retenez pas d'informations. D'accord. Si vous pouvez dire quelque chose, dites-le. Et dites tout ce que vous savez qui est pertinent pour l'échange en question. Deuxième maxime, fais en sorte que ta contribution ne soit pas plus informative que nécessaire. Ne donnez pas d'informations qui n'ont rien à voir avec le but que vous vous êtes fixé, la direction que prend l'échange. Je vous donne les maximes et puis après on voit certains exemples de violations et puis on conclura. Donc ça, c'est le premier type de maxime. Deuxième type de maxime, c'est les maximes de qualité. Il y a une version générale de la maxime de